le temps ne serait qu'un tour de prestidigitation. Ah oui, nous sommes habitués à ce que le temps file comme une voiture, toujours tournée vers l'avenir. Il crée des causes et des effets, alignant les événements les uns après les autres, comme des dominos. Parfois, il s'étire et devient si lent qu'on a l'impression qu'il va s'arrêter. Il est concentré sur le moment présent, car c'est le seul qui compte vraiment. Mais il existe une nouvelle théorie. Il se pourrait qu'il n'existe pas du tout. Nous pensons généralement que l'espace a 3 dimensions, le haut et le bas, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. Et tout le monde pensait que le temps était une chose à part, juste une horloge universelle qui fait tic-tac en arrière-plan, et qui est la même pour tout le monde. C'est alors qu'Einstein est apparu. Il a décidé de surprendre les gens en 1905, en introduisant sa théorie de la relativité restreinte. Selon cette théorie, le temps est lui aussi une dimension, au même titre que les autres, et elles sont toutes liées dans un seul et même espace-temps. Sur cette base, il s'est avéré que le temps peut changer en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Imaginons maintenant 2 jumeaux. Le jumeau A reste sur Terre, le jumeau B part dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial, se déplaçant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, disons 90% de la vitesse de la lumière. Le jumeau B voyage jusqu'à une étoile lointaine, puis revient sur Terre. Pour le jumeau B, le voyage semble n'avoir duré que quelques années. Mais quand il revient sur Terre, il s'avère que le jumeau A beaucoup plus vieilli. Il découvre que 20, 30 ans, voire plus, se sont écoulés sur Terre. Tout cela est dû à un phénomène appelé dilatation temporelle. Ce phénomène se produit lorsque nous atteignons des vitesses proches de celles de la lumière, ce qui a pour effet de ralentir le temps pour le voyageur par rapport à quelqu'un qui reste au même endroit. 10 ans plus tard, Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale. C'est alors que nous avons appris que le temps change non seulement en fonction de notre vitesse, mais aussi en fonction de la gravité. À l'époque, Newton pensait que la gravité était une force magique qui faisait que les objets s'attiraient les uns les autres. Mais selon la théorie d'Einstein, il ne s'agit pas d'une force, mais plutôt d'un effet secondaire. Imaginez l'espace comme un immense morceau de tissu. Lorsque vous lancez une balle lourde sur un tissu, celui-ci se courbe. Maintenant, si vous lancez de petites balles tout autour, elles s'approcheront naturellement de la balle lourde. De la même manière, les objets massifs tels que les étoiles et les planètes font s'incurver l'espace-temps autour d'eux. Lorsqu'un objet très lourd se trouve dans l'espace-temps, la matière s'incurve autour de lui. Cette courbure indique aux objets comment ils doivent se déplacer. C'est ce que nous appelons la gravité. Cette idée a donné lieu à toutes sortes de prédictions intéressantes qui se sont avérées exactes par la suite. Courbure de la lumière sous l'effet de la gravité, trous noirs et dilatation du temps autour de ces trous noirs, comme dans le film Interstellar. Cette théorie a révolutionné notre vision des choses. Mais nous sommes peut-être à l'aube d'une autre révolution. Certains philosophes ont une idée folle. Ils affirment que les choses que nous croyons au sujet du temps ne sont que des idées dans notre tête, et non des faits du monde physique. Cette idée, qui rompt avec la vision traditionnelle du temps, est appelée univers-bloc. Elle s'appuie sur la théorie de la relativité d'Einstein, mais en la prolongeant et en la compliquant. Imaginez l'univers comme un énorme sandwich. Ce sandwich contient tous les moments du temps, passé, présent et futur, en même temps. Chaque couche ou tranche du sandwich représente un moment différent dans le temps. Et toutes ces couches existent simultanément et non les unes après les autres. Dans ce modèle de notre monde, le passé, le présent et le futur sont tous égaux. Contrairement à notre expérience quotidienne, où le passé n'existe plus, où le futur n'a pas encore eu lieu et où seul le présent est réel, l'univers bloc dit que chaque point dans le temps est aussi réel que n'importe quel autre point. Imaginez. Votre naissance, le moment présent et ce que vous ferez dans 10 ans existent tous ensemble dans ce bloc. Selon cette théorie, il n'y a pas vraiment de flux temporel. Nous sommes habitués à ce que le temps s'écoule d'un moment à l'autre, même avec la théorie d'Einstein. Mais dans l'univers bloc, l'impression que le temps s'écoule tient davantage à la façon dont nous vivons les événements et dont nous nous en souvenons qu'à la façon dont le temps lui-même fonctionne. C'est comme lire un livre magique. Toutes les pages existent en même temps. Mais vous ne pouvez vivre l'histoire que page par page. Cela implique des choses effrayantes, comme le destin, et la question de savoir si le libre arbitre existe réellement. Si tout est déjà prévu, ce que nous faisons a-t-il de l'importance? Par exemple, le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo était déjà prédéterminé dans l'univers bloc.
Chaque choix que vous avez jamais fait était une illusion. Vous n'êtes qu'un programme qui suit un code, mais qui est capable d'en comprendre les conséquences. Cela expliquerait pourquoi nous commandons de la malbouffe à minuit tout en sachant que c'est une mauvaise idée et que nous allons nous en mordre les doigts. Mais certains scientifiques affirment que l'écoulement et la direction du temps sont on ne peut plus réels, car la cause et l'effet existent bien. Si votre naissance, votre moment présent et votre futur grisonnant existaient tous en même temps, vous seriez en mesure de visiter votre passé à tout moment et sauriez déjà à quoi ressemble votre avenir. Il se pourrait donc que tout ce débat porte en réalité simplement sur la manière dont nous reconstituons nos histoires passées et non sur la preuve improbable que l'avenir est déjà tout fait. Il existe également une bataille sans fin entre la relativité générale et la mécanique quantique, qui ne fait qu'ajouter du piment au débat. D'un côté, la relativité générale joue avec le temps, comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler extensible. L'écoulement du temps peut s'étirer ou se comprimer en fonction de la vitesse ou de la gravité. D'autre part, en mécanique quantique, le temps n'est pas quelque chose qui peut être manipulé ou modifié. C'est une scène permanente sur laquelle agissent les particules et les forces de l'univers. Ces deux domaines s'affrontent depuis longtemps, et les scientifiques s'efforcent de les réunir en une théorie cohérente de tout ce qui existe. Certains tentent même de les fusionner de manière logique, comme avec la théorie des cordes. La théorie des cordes peut sembler effrayante, mais elle dit simplement que l'univers entier, avec toutes ses particules et tous ses atomes, est constitué de cordes vibratoires extrêmement ténues. Chaque corde peut vibrer de différentes manières, comme les cordes d'une guitare, et dans de nombreuses dimensions. La façon dont ces cordes vibrent détermine le type de particules qu'elles formeront, comme un électron ou un quark. Une autre théorie, appelée gravitation quantique à boucles, affirme que l'espace et le temps sont constitués de minuscules boucles. Qu'il s'agisse de cordes ou de boucles, elles seraient malheureusement si minuscules que nous ne disposons pas encore d'un équipement suffisamment puissant pour les observer. Par conséquent, tant que nous n'aurons pas testé ces théories, elles ne pourront pas être prouvées. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux idées n'ont pas vraiment besoin du temps pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Nous considérons que des objets comme les tables et les chaises sont réels, même si la physique ne les décrit pas directement. Nous disons qu'ils émergent des minuscules particules qui composent l'univers. Mais le temps, lui, nous ne savons pas exactement de quoi il pourrait émerger. Quelle que soit la réponse, tout ira bien pour vous. S'il s'avère que le temps n'existe pas vraiment, vous pourriez vous dire que tout est inutile. Mais réfléchissez à ceci. Nous continuons à mener notre vie, à faire l'expérience de la causalité et à donner un sens à tout ce qui nous entoure. L'impression que nous avons bien choisi de commander de la malbouffe à minuit est extrêmement tenace. Alors, est-ce que le fait que tout puisse être prédéterminé a vraiment de l'importance ? Quoi qu'il en soit, nous nous sommes trompés sur de nombreuses choses que nous pensions certaines. À l'heure actuelle, la théorie de l'univers bloc et notre conception classique du monde sont très éloignées l'une de l'autre. Mais avec le temps, et oui, nous finirons par connaître la vérité. Le temps s'écoule comme une rivière, toujours dans une seule direction, avançant inexorablement. Il se définit par une durée, une mesure entre les événements. Il semble tangible, inévitable, toujours en mouvement. Mais que penseriez-vous si l'on vous disait que le temps pourrait n'être qu'une illusion ? Certains physiciens et philosophes soutiennent qu'il pourrait ne pas exister en tant que concept réel, et ils insistent sur le fait que cette hypothèse mérite d'être sérieusement envisagée. En effet, la physique traverse une crise profonde. Depuis près d'un siècle, deux théories remarquablement efficaces ont permis de décrire l'univers, la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. La mécanique quantique s'intéresse au fonctionnement des éléments, dans le monde infinitésimal des particules et de leurs interactions. La relativité générale, quant à elle, offre une vue d'ensemble, notamment en ce qui concerne la gravité et les déplacements des corps dans l'espace. Cependant, bien que ces deux théories soient d'une grande précision, elles semblent incompatibles. C'est pourquoi certains chercheurs estiment qu'elles doivent être unifiées au sein d'une nouvelle théorie plus globale, la gravité quantique. Cette dernière pourrait potentiellement expliquer le fonctionnement de la gravité à l'échelle microscopique des particules. Élaborer une théorie de la gravité quantique s'avère néanmoins un défi redoutable. La théorie des cordes pourrait représenter une solution prometteuse. Celle-ci remplace les particules par des cordes vibrantes évoluant dans 11 dimensions. Mais un problème persiste. Bien que les théories des cordes proposent de multiples modèles pour décrire l'univers, elles n'offrent aucune prédiction vérifiable expérimentalement pour déterminer lequel de ces modèles serait valide.
Il existe une autre théorie, connue sous le nom de gravité quantique à boucle. Selon cette approche, l'espace et le temps ne seraient pas continus, mais composés de minuscules unités, des boucles. Toutefois, l'aspect le plus saisissant de cette théorie réside dans l'élimination complète du concept de temps. Si cette idée s'avérait correcte, cela signifierait-il que le temps n'existe pas? La réponse est complexe et dépend largement de ce que l'on entend par « exister ». Un professeur de philosophie de l'université de Cambridge suggère que les 3 caractéristiques fondamentales du temps, l'existence d'un moment présent privilégié, la notion de flux temporel, ainsi que sa direction, proviendraient de nos états mentaux plutôt que de la structure physique de l'univers. Ainsi, la perception de cette flèche du temps serait le fruit d'un ingrédient subjectif que nos esprits ajoutent à la réalité. Parallèlement, la théorie de la relativité d'Einstein introduit l'idée de l'univers bloc. Une structure à 4 dimensions où le temps est traité comme l'espace, avec ses propres coordonnées dans l'espace-temps. Dans ce modèle, le temps est une entité atemporelle, où passé, présent et futur coexistent de manière égale. Cela remet-il en question notre compréhension intuitive du temps? Sommes-nous leurrés par notre perception humaine, croyant à tort que le temps passe et suit une direction? Il est possible d'imaginer 2 visions contrastées, celle d'un monde tridimensionnel où les événements se déroulent progressivement au fil du temps, et celle d'un espace-temps à 4 dimensions où rien ne change réellement, car tout existe simultanément, passé, présent et futur inclus. La relativité nous apprend qu'il n'existe ni espace ni temps absolu. Tout est relatif. Lorsqu'on réfléchit au concept de temps dans l'univers, il devient nécessaire d'en isoler une partie pour la comparer à un repère, comme une montre. En ce sens, le temps peut être perçu comme la relation entre certaines parties de l'univers et cet instrument que nous appelons une montre. Un autre scientifique avance que le temps pourrait n'être qu'une série d'instantanés de la réalité, chacun se transformant continuellement en un autre. Par exemple, vous regardez une vidéo, clignez des yeux, puis prenez une gorgée de café. Ces changements successifs créent l'illusion d'un temps qui coule. En réalité, ce sont les transformations qui sont réelles, tandis que le temps, lui, ne serait qu'une construction de notre esprit, façonnée par notre perception de ces changements. Qu'en pensez-vous? Le temps n'est-il simplement qu'une construction sociale ou existe-t-il réellement? Chaque jour, la Terre baigne dans la lumière du soleil. Chaque jour, nous allumons et éteignons différentes sources de lumière, mécaniquement, sans même y penser. Mais imaginez qu'un jour, vous éteignez la lumière, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans une toute autre époque. Voyons comment cela peut se produire, et quel est le rapport avec la lumière. La physique quantique est assez folle. La physique classique est comme un film projeté du début à la fin, tandis que le monde quantique est comme la possibilité de prendre la télécommande et de manipuler les scènes que vous regardez, fascinant et mystérieux. Supposons que vous ayez un interrupteur ordinaire qui peut être soit allumé, soit éteint. C'est comme un bit ordinaire dans les ordinateurs, qui peut se trouver dans l'un des 2 états suivants, 0 ou 1. Mais dans les ordinateurs quantiques, il existe un type d'interrupteur particulier appelé qubit. Contrairement aux bits ordinaires, un qubit peut exister dans plusieurs états en même temps. Il peut être à la fois 0, 1 et tout. Ce qui se trouve entre les deux, c'est donc comme si la lumière pouvait être simultanément allumée et éteinte. Oui, les règles de notre univers sont bizarres. Cette propriété mystérieuse appelée superposition nous a récemment permis de réaliser une chose incroyable, remonter le temps, du moins dans le cadre d'une petite expérience avec des ordinateurs quantiques. Nous sommes à l'automne 2022. 2 groupes de scientifiques, l'un d'Oxford et l'autre de Vienne, ont décidé de mener une expérience étrange. Ils ont joué avec un ordinateur quantique pour créer un programme qui inverse le temps. Ils ont pris un minuscule électron et ont essayé de le faire reculer dans le temps pendant une fraction de seconde. Un peu comme si, après avoir brisé votre triangle de boules au billard et être passé de l'ordre au chaos, tout le processus s'inversait comme par magie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne sommes malheureusement pas sûrs qu'il soit possible de remonter le temps dans la vie réelle. En faisant quelques calculs, les scientifiques ont découvert que si nous observions sans cligner 10 milliards d'électrons localisés pendant toute la durée de l'univers, nous ne verrions un tel phénomène se produire qu'une seule fois. Et nous parlons ici d'une toute petite fraction de seconde et d'un seul électron. Ils n'ont donc pas inventé de machine à remonter le temps. Ils ont simplement réussi à créer une simulation avec des ordinateurs quantiques. Il y a aussi un autre problème. Plus la simulation est grande, plus elle est complexe et moins elle est précise. Dans notre expérience, nous n'avons utilisé qu'un seul qubit et nous avons réussi à inverser le temps. Dans une configuration à 2 qubits,
Les scientifiques n'ont pu inverser le temps que dans 85% des CA. Dans une configuration à 3 qubits, ce pourcentage est tombé à 50%, avec davantage d'erreurs. Si nous continuons à ajouter des qubits, nous n'y arriverons plus du tout. En outre, le succès dépend de la quantité d'informations que le système peut stocker. Par exemple, la téléportation d'une personne serait presque impossible parce que les humains contiennent énormément d'informations. Hélas, nous n'avons donc pas encore de machine à voyager dans le temps. Mais cette découverte peut avoir quelques applications. L'inversion de l'état des qubits dans un processeur quantique peut permettre de corriger les erreurs pendant le développement. Un petit CTRL-Z, mais dans la vraie vie. Cela représente ainsi un tout petit pas vers d'autres découvertes passionnantes. Par exemple, ils ont récemment démontré une autre chose plutôt folle. On peut envoyer la lumière elle-même dans le passé. La lumière n'est pas faite que pour éclairer. Elle a des super-pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que nos yeux émettaient des rayons visionnaires. Isaac Newton leur a donné tort des centaines d'années plus tard lorsqu'il a mené ses expériences sur les prismes. Un prisme décompose la lumière blanche pure en une magnifique palette. C'est ainsi que nous avons découvert que la lumière se compose en réalité de tout un tas de couleurs différentes. Le temps passant, les scientifiques ont appris autre chose encore, que la lumière est une onde. Plus tard encore, au XXe siècle, nous avons découvert un grand paradoxe. La lumière est à la fois onde et particule. Une double existence en un seul photon. Et plus nous en apprenons sur la lumière, plus nous découvrons de choses insensées. En 2016, des scientifiques ont réussi à figer la lumière dans le temps. Ils ont placé des photons, les plus petites particules de lumière, dans des nuages atomiques ultra froids. Et ils ont réussi à l'arrêter, mais pour un instant seulement. Toutefois, le fait qu'une telle chose soit possible est déjà incroyable. Les scientifiques ont alors fait preuve d'encore plus d'audace. Ils ont décidé d'essayer non seulement de figer la lumière, mais aussi de modifier sa direction dans le temps. Ils ont pris un cristal spécial et ont fait passer un photon à travers, déclenchant ce que l'on appelle l'inversion quantique du temps. Résultat, le photon s'est mis à se déplacer à la fois vers le futur et vers le passé. Derrière ce phénomène, on trouve deux principes quantiques, la superposition et la symétrie quantique. Nous avons déjà mentionné le premier, qui permet à de minuscules particules d'exister dans plusieurs états à la fois. Le second principe stipule que même si vous retournez les particules comme dans un miroir, elles suivront toujours les mêmes lois. En combinant ces principes, les scientifiques ont créé un photon qui défie la marche habituelle du temps. Mais là encore, pas de manière très complexe. Ce retournement temporel ne fonctionne que pour des particules spécifiques, pas pour des êtres humains. Et même s'il fonctionnait pour nous, rembobiner une personne ne serait-ce que d'une seconde prendrait énormément de temps et d'énergie. Mais le fait que nous puissions modifier la vitesse de la lumière et la faire changer de direction est déjà étonnant. Les scientifiques y voient déjà quelques applications possibles. Par exemple, des chercheurs de Harvard ont suggéré une façon géniale de déplacer les engins spatiaux à la vitesse de la lumière, en les accrochant à des supernovas. En général, voyager vers les étoiles nécessite une quantité d'énergie folle, mais ces scientifiques ont une idée extraordinaire. Ils pensent que les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des éléments naturels, comme les étoiles hypervéloces et les météores provenant de supernovas, pour atteindre des vitesses ultra rapides. Un peu comme les voiliers se servent du vent pour avancer. Les civilisations du futur pourraient utiliser ces bouffées d'énergie pour accélérer leurs vaisseaux. Imaginez un engin spatial équipé de voiles solaires ou magnétiques qui exploiterait la puissance d'explosion d'une supernova. Ces voiles pourraient utiliser la pression du rayonnement solaire pour fonctionner, de sorte que nous n'aurions plus besoin de moteurs traditionnels ni de carburant. De plus, ces engins à voiles seraient beaucoup plus légers et moins chers à lancer dans l'espace que les vaisseaux spatiaux classiques. Une équipe travaille déjà sur une voile accélérée par des lasers qui pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela peut sembler peu, mais c'est en fait une vitesse folle. Leur rêve est d'aider l'humanité à effectuer un voyage rapide vers Alpha Centauri, en seulement 2 décennies. N'est-il pas étonnant de voir tout ce que l'on peut faire avec la lumière, et pas seulement dans notre imagination? Passons à des réalisations plus pratiques. Récemment, une entreprise canadienne de camouflage, Hyperstealth Biotechnology Corporation, a fabriqué une véritable cape d'invisibilité. Cette cape magique n'a besoin d'aucune source d'énergie, est aussi fine que du papier et ne vous ruinera pas. Hyperstealth envisage un monde où ce matériau pourrait masquer des personnes, des véhicules, des vaisseaux, des engins spatiaux et même des bâtiments entiers. Il s'agit encore d'un prototype, mais il fonctionne déjà très bien. Ils ont baptisé cette technologie la furtivité quantique. La lumière est courbée de manière à faire disparaître les objets.
On peut ainsi dissimuler des objets non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet, l'infrarouge à ondes courtes, et pour faire bonne mesure dans le spectre thermique. Cette technologie fonctionne grâce à une lentille lenticulaire, une feuille ondulée dotée de lentilles convexes. Lorsqu'elles sont empilées d'une manière spécifique, ces lentilles réfractent la lumière à différents angles, créant des taches qui bloquent la lumière et dissimulent l'objet. Malheureusement, cela ne permet pas d'obtenir un effet d'invisibilité totale. Mais peut-être qu'un jour nous y parviendrons. Continuons à y travailler. La cape donne l'impression qu'une vitre sale ou floue se tient devant celui qui regarde, mais l'objet qu'elle recouvre n'est plus visible. Et si vous placez ce voile devant votre corps, on aura l'impression que vous n'êtes qu'une tête qui flotte. Le progrès scientifique bat son plein. Peut-être qu'un jour, nous pourrons inverser le temps non seulement pour les petites particules de lumière, mais aussi pour des êtres humains entiers. En attendant, profitons de nos capes d'invisibilité et restons curieux. Le voyage dans le temps est un sujet abordé dans de nombreux films de science-fiction. Or, selon toutes les lois de la physique, la seule façon de se déplacer dans le temps est d'aller vers l'avant. Mais nous savons aujourd'hui que, grâce aux propriétés de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein, il est également possible d'aller en arrière. Selon Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités distinctes. Ils sont tissés ensemble dans la trame de l'espace-temps. Il existe également une quantité qui généralise le concept de distance en 4 dimensions, l'intervalle espace-temps. Il prend en compte la distance dans le temps. En d'autres termes, si vous êtes au repos, votre position spatiale ne change pas et vous avancez dans le temps, à raison d'1 seconde par seconde. En revanche, si vous vous déplacez et que votre position spatiale change, vous voyagez dans le temps plus lentement. Tout cela parce que les objets en mouvement relatif subissent ce que l'on appelle la dilatation du temps. En gros, plus vous voyagez vite dans l'espace, plus vous voyagez lentement dans le temps. Plus précisément, la dilatation du temps est la différence de temps écoulé, telle que mesurée par 2 horloges du fait de leur vitesse relative. Plus la vitesse relative est grande, plus la dilatation du temps entre les 2 horloges est importante, le temps ralentissant jusqu'à s'arrêter lorsque l'une des horloges s'approche de la vitesse de la lumière. Cependant, n'oubliez pas que, pour le moment, seuls les objets sans masse, tels que les photons, peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. En théorie, si vous pouviez vous déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, vous deviendriez un tachyon, une particule hypothétique qui se déplace toujours plus vite que la lumière. Il existe également la relation énergie-momentum qui relie l'énergie, la quantité de mouvement et la masse. Cette relation montre que si une particule se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, sa masse est imaginaire. Cette possibilité est donc une situation non physique, puisque les tachyons ne correspondent à rien qui existe dans notre réalité. Cependant, Einstein pensait qu'aller plus vite que la vitesse de la lumière n'était pas la seule façon de remonter le temps. L'espace-temps n'est peut-être pas plat et immuable, il peut être courbé, se contracter et se dilater, et même créer et maintenir une connexion entre 2 points différents en son sein. Cette possibilité est connue sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Si vous sautez dans un point et que votre ami saute dans l'autre, vous pourriez vous retrouver quelque part au milieu. En même temps, ce tunnel ne serait pas traversant. Vous ne seriez donc pas en mesure de ressortir de l'autre côté. Essayez maintenant d'imaginer l'espace-temps comme une feuille de papier bidimensionnelle. Si vous la pliez, 2 points qui étaient auparavant séparés se retrouvent soudainement proches et reliés. Cette propriété de l'espace-temps pourrait être le concept le plus important du voyage dans le temps. Vous connaissez probablement ce concept sous le nom de trou de verre. Il est étroitement lié au trou noir, ces régions de l'espace contenant tellement de matière et d'énergie que toute la lumière alentour, ainsi que toute matière et tout rayonnement, une fois attirés, ne peuvent jamais s'en échapper. Et peu importe leur quantité d'énergie ou leur vitesse, même s'il s'agit de la vitesse de la lumière. En général, on suppose que les trous noirs ne mènent qu'à une singularité centrale, et que, si vous tombez derrière l'horizon des événements, également connu sous le nom de point de non-retour, vous ne pouvez qu'être détruit. Mais qu'en est-il de cette autre possibilité? Et si les trous noirs pouvaient en fait vous transporter vers un autre univers? Vous seriez alors expulsé de l'autre côté par ce que l'on appelle un trou blanc, l'objet temporellement inversé d'un trou noir. Mais jusqu'à présent, toutes ces théories de science-fiction ne sont que des hypothèses. Ce que nous savons, c'est que de minuscules fluctuations quantiques existent dans l'univers que nous connaissons. Elles se produisent dans la trame de l'espace-temps, surtout à l'échelle la plus minuscule.
Ces fluctuations d'énergie peuvent être très proches les unes des autres. Elles sont très probablement aléatoires et comprennent souvent des déconnexions et des reconnexions par rapport aux états positifs et négatifs initiaux qui se produisent ensemble. Si vous connectiez d'une manière ou d'une autre ces régions de courbure positives et négatives, vous pourriez vous rapprocher de la notion de trou de verre quantique. Et si un tel trou de verre restait intact pendant une période suffisamment longue, vous pourriez y transporter une particule. En d'autres termes, elle disparaîtrait instantanément d'un endroit de l'espace-temps pour réapparaître à un autre endroit. Mais pourquoi les trous de verre sont-ils si importants lorsque l'on parle de voyage dans le temps? Parce que une fois que vous avez créé les deux extrémités d'un trou de verre et que vous maintenez la connexion entre elles, avec une masse et une énergie suffisantes, cette connexion est éternelle. Et comme cela permet de voyager instantanément dans l'espace, on pourrait sans doute l'étendre au voyage dans le temps. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est encore qu'un vœu pieux. Tu connais la phrase de Stephen Hawking ? La meilleure preuve que nous ayons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles et ne le seront jamais, c'est que nous n'avons jamais été envahis par des hordes de touristes venus du futur. Mais que se passerait-il si ces visiteurs voyageaient bien jusqu'à notre époque, mais qu'ils le faisaient en cachette ? Il se peut même que tu aies déjà rencontré l'un d'entre eux. Découvrons les voyageurs du temps les plus célèbres. Je te présente Orin. C'est un cyborg qui nous vient de l'année 2050 pour empêcher la prochaine fin du monde. En 2020, il est apparu dans une émission de télévision où il a dit que le monde entier était à l'intérieur de la matrice. Il a ensuite fait la une des journaux et a donné une interview à une chaîne YouTube populaire. Pour prouver qu'il était bien un cyborg, il a fait une démonstration de sa voix robotique, qui pourrait tout aussi bien être fabriquée à l'aide d'un simple programme informatique. Et il s'est aussi désigné par le terme « nous », car il s'est déclaré être une conscience collective venue sauver l'humanité. Orin est devenu célèbre pour ses prédictions sur l'avenir proche, mais il s'est avéré que de nombreux experts avaient déjà annoncé ces conjectures auparavant. Il a également déclaré qu'une énorme entreprise était en train de supprimer l'humanité et que nous nous trouvions à l'intérieur d'une simulation informatique complexe. Si nous ne nous améliorions pas ou ne prenions pas soin les uns des autres et de la nature, la fin commencerait en 2050. Orin n'apparaît plus dans les grandes émissions, mais il a une petite base de fans qui se passionnent pour toutes sortes de théories fantastiques. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, et qu'elle deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Tous ces voyageurs du temps arrivent dans le passé, mais pour une raison inconnue, n'utilisent pas les connaissances du futur. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais revenir 50 ans en arrière ? Peut-être investirais-tu de l'argent dans des actions d'une jeune entreprise qui deviendra une grande société extrêmement lucrative. Dans ce cas, tout le monde croirait que tu viens vraiment du futur. Et d'ailleurs, un homme l'a fait. Il a investi $800 en bourse et en a tiré 350 millions de dollars. Ce type s'appelait Andrew Carlson et il a touché un gros lot en 2003.
Cependant, il n'a pas réussi à profiter de sa toute nouvelle richesse, car le FBI est venu le chercher. Andrew avait vendu des actions et en avait acheté d'autres, avec beaucoup de succès. En quelques mois, il était ainsi devenu millionnaire. Mais la Commission des valeurs mobilières ne pouvait pas croire à de telles coïncidences, et elle a donc appelé le FBI. Pendant l'interrogatoire, tout le monde était persuadé qu'Andrew commencerait à se justifier et à dire qu'il avait eu de la chance. Mais au lieu de cela, il a répondu calmement qu'il venait de l'année 2256 avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, personne ne l'a pris au sérieux. Mais lorsque le FBI a commencé à chercher des informations sur cet homme, il n'a rien trouvé. Andrew Carlson n'avait aucun papier. Il ne figurait dans aucune base de données. Il était sorti de nulle part et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a été interrogé pendant environ 4 heures et il s'est comporté plutôt calmement. Il semblait dire la vérité. Cependant, il ne leur a pas révélé où se trouvait la machine à voyager dans le temps. Lorsque la presse a découvert cet homme, il est immédiatement devenu une célébrité. Des sites d'information très connus ont commencé à écrire sur cet homme. Des articles sont parus au Japon, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et bien sûr, les journalistes ont commencé à appeler le FBI pour obtenir plus de détails sur ce type. Et le FBI leur a dit que toute cette histoire était une fiction et qu'il n'y avait pas d'Andrew Carlson. Des informations à son sujet sont apparues sur une page internet connue pour ses fake news. À un moment donné, l'article sur le voyageur du temps s'est retrouvé sur Yahoo, où il est devenu viral. Ainsi, comme nous le voyons, toutes les déclarations sur les voyageurs dans le temps sont soit des fictions, soit des mensonges. Ce sujet des voyages dans le temps est apparu grâce à des films et des livres fantastiques qui le développaient. La culture populaire a beaucoup influencé ce concept et a créé plusieurs théories affirmant que le voyage dans le temps était réel. Et certaines personnes y croient vraiment, en particulier celles qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais justement, qu'en pensent les pros? De tels voyages sont-ils vraiment impossibles? Essayons de le découvrir. Les scientifiques disent que oui, le voyage dans le temps est une réalité, car en fait, nous voyageons déjà dans le temps. Le temps avance et nous avec lui. Nous pouvons appeler cela un voyage. Mais si nous devons nous rendre dans le futur ou retourner dans le passé, tout devient beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein? Elle affirme que le temps se déplace par rapport à l'observateur et qu'il n'a pas de valeur constante. Pour mieux comprendre, voici un exemple simple. 10 cheveux sur ta tête. Est-ce beaucoup ou peu? 10 cheveux dans un bol de soupe. Est-ce beaucoup ou peu? Tout est donc relatif et dépend des conditions. La même chose se produit avec le temps et l'espace. Si nous nous déplaçons à une vitesse phénoménale, proche de la vitesse de la lumière, alors le temps ralentit pour nous. La perception du temps devient différente pour une personne qui court et pour une personne qui reste immobile. Si nous nous trouvons à proximité d'un objet lourd, disons 1000 fois plus lourd que le Soleil, le temps à côté de cet objet ralentit également grâce à sa forte gravité. En ce sens, le voyage dans le temps est possible si tu es une personne âgée et que tu rencontres ton ami aussi jeune qu'il y a 50 ans. « Pourquoi es-tu si jeune ?»« Oh, j'ai juste volé dans l'espace à une vitesse phénoménale pendant tout ce temps, c'est tout. » Mais cela ne veut pas dire que cet ami est resté assis dans son vaisseau durant 50 ans et qu'il n'a pas vieilli. Non, le temps était différent pour lui. Pour toi, sur Terre, 10 ans représentent une longue période. Mais pour lui, ces 10 ans ont passé comme une demi-heure. La gravité et la vitesse courbent le temps. C'est pourquoi l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 1 an et demi en orbite, est devenu 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau après être revenu sur Terre. Tout ce temps, Scott l'a passé à l'intérieur du vaisseau volant en orbite à grande vitesse et il était aussi plus éloigné du centre gravitationnel de la planète. Le temps a donc été plus lent pour lui de 5 millisecondes que pour son frère. Objectivement, le temps s'écoule toujours à la même vitesse, mais sa vitesse change à l'intérieur des perceptions des différents observateurs dans des conditions différentes. C'est même l'objet de la théorie de la relativité. Mais qu'en est-il du saut dans le futur ou le passé, comme dans les films? Les trous de verre t'aideront à le faire. Il s'agit de quelque chose comme des tunnels qui traversent l'espace et le temps et qui peuvent relier différents segments de temps à différents endroits de l'univers. Ils sont comme des codes de triche qui peuvent briser les lois de l'univers.
Les trous de verre sont insaisissables, ont des tailles différentes, sont imprévisibles, apparaissent dans l'espace et disparaissent. Mais leur principal problème est que les trous de verre n'existent que dans la théorie et la science-fiction, et n'ont jamais été observés dans notre univers par les scientifiques. Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la troisième option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre quatrième option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent.
Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les deux balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les deux objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile. Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle expérience, tu existerais toujours dans le présent. C'est parce que la chronologie qui existe déjà a une façon de s'ajuster, indépendamment de l'endroit où les gens se trouvent dans le temps et de ce qu'ils y font. Ou alors, il faut avoir une puissance de 1,21 gigawatts et une DeLorean sous la main, et faire comme Marty McFly, voire Retour vers le futur. Il semble qu'il y ait une lacune terrifiante dans notre compréhension de l'univers. Les scientifiques ont mesuré 2 fois la vitesse à laquelle l'univers s'étend. 2 méthodes, 2 mesures. Des réponses complètement différentes, et personne ne sait pourquoi. Alors qu'ils examinèrent de plus profondément cette question, une nouvelle idée incroyable émergea. Notre univers tout entier pourrait être en rotation. Si c'est vrai, alors tout ce que nous savons sur l'espace, le temps et sur la façon dont le monde finira en est bouleversé. Pour comprendre tout cela, nous devons parler de la façon dont notre univers s'étend. Comment le fait-il exactement ? Et vers quoi ? Ce phénomène a été remarqué il y a environ 100 ans. Pendant de nombreuses années, on a pensé que l'univers était éternel et immuable. Puis est venu Edwin Hubble. Il a observé l'univers à travers son télescope et il a compris, la lumière qui arrivait sur notre planète provenait de galaxies qui s'éloignaient de nous. Les galaxies n'étaient pas immobiles. L'univers tout entier était en mouvement. Et sa découverte est devenue l'une des plus révolutionnaires de l'histoire. Ce mouvement a commencé avec le Big Bang. C'est-à-dire il y a environ 13,8 milliards d'années. L'ensemble de l'univers, toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps a jailli à partir d'un point incroyablement chaud et dense. Cette explosion a émis une onde de choc et donné à toute chose et à toute particule une impulsion initiale. C'est ainsi qu'elles ont commencé à s'éloigner les unes des autres.
Et elles ne se sont pas mises à dériver dans un espace ouvert. Non, elles ont elles-mêmes créé l'espace en dérivant. Imaginons que vous teniez un ballon dans vos mains. Vous y dessinez quelques points. Vous commencez à souffler dedans. Et le ballon devient de plus en plus gros. À mesure qu'il se dilate, chaque point sur sa surface s'éloigne de chaque autre point. Et en s'éloignant, par le fait même de s'éloigner, les points créent, en quelque sorte, l'espace que l'on voit apparaître entre eux. Ainsi, l'univers ne s'étend pas dans un espace mystérieux. L'espace lui-même n'existe qu'à l'intérieur de notre univers, né du mouvement même des points. Cette première impulsion du Big Bang fut si puissante que l'univers a commencé à s'étendre à une vitesse incroyable. C'est difficile à imaginer. C'est un peu comme si tout l'univers était sorti de nulle part en moins de temps qu'il n'en faut pour battre des paupières. Vous ne l'auriez même pas entendu, car il n'y a pas de son dans le vide. Il n'y aurait rien, puis vous cligneriez des yeux et boum, le monde serait partout. L'explosion fut si importante que l'univers continue encore aujourd'hui de s'étendre. Des milliards et des milliards d'années plus tard, l'espace continue de s'étirer, chaque point s'éloignant toujours plus. Et nous sommes nous aussi l'un de ces points. Nous avançons simplement à un rythme plus doux, en quelque sorte. Alors, quand nous avons compris que tout s'étendait, la question a été la suivante. À quelle vitesse ? Eh bien, il s'avère que la vitesse de déplacement varie selon les galaxies. Nous avons remarqué que plus les choses sont proches de nous, plus elles s'éloignent lentement. Et plus une galaxie est éloignée, plus elle semble s'éloigner rapidement. Et puis elle bouge constamment. Nous disons, par exemple, cette galaxie se trouve à 100 mégaparsecs. Mais comme les galaxies ne restent pas réellement en place, cela signifie cette galaxie s'éloigne de nous à une vitesse d'environ 6920 km/h. Si la distance double, alors la vitesse de la galaxie double. Donc, par exemple, si une galaxie se trouve à 1 million d'années-lumière, elle s'éloignera de nous à une vitesse d'environ 74 000 km/h. 2 millions d'années-lumière ? Maintenant, elle s'éloigne à environ 148 000 km/h. 10 millions d'années-lumière ? Presque 805 000 km/h. Les scientifiques ont appelé cela la loi de Hubble. La vitesse est égale à la constante de Hubble multipliée par la distance. Et la constante de Hubble est ce nombre magique que nous additionnons chaque fois que nous nous éloignons d'1 million d'années-lumière. Donc, la constante de Hubble est essentiellement le taux auquel l'expansion se produit. Mais il y avait un problème qui semblait minuscule au début, mais qui en réalité cachait une énorme catastrophe. Lorsque nous avons mesuré la constante de Hubble, en utilisant deux méthodes différentes, pour une raison ou pour une autre, nous avons obtenu des résultats différents. La première méthode consistait à la calculer en se basant sur ce que nous voyons autour de nous en ce moment, aujourd'hui, différentes étoiles, galaxies, leur lumière et leur luminosité. Pour certaines étoiles, la luminosité change de manière prévisible. Les immenses explosions d'étoiles, par exemple les supernovas, sont pour nous des sortes de phares cosmiques. Nous savons à quel point elles doivent briller et, grâce à cela, nous pouvons calculer leur distance et leur vitesse. Tout est clair et simple. Mais ensuite, les scientifiques ont essayé quelque chose de totalement différent. Ils utilisent souvent cette astuce. Pour comprendre comment l'univers primitif se comportait, ils créent une simulation des origines. C'est comme si vous créiez vos personnages dans les Sims, puis que vous les laissiez agir tout seuls, en espérant qu'ils se comportent de manière prévisible et ne se mettent pas à faire n'importe quoi. Nous pouvons imaginer à quoi ressemblait l'univers primitif, parce que nous pouvons encore détecter la faible lueur résiduelle du Big Bang. Nous disposons de télescopes ultra précis qui nous permettent de capter une lumière très ancienne, la toute première lumière, et les toutes premières traces d'énergie qui sont nées dans notre monde. Cette lueur résiduelle post-Big Bang remplit littéralement tout l'univers. Elle est simplement éparpillée partout, un peu comme des fossiles de dinosaures. Ainsi, en recueillant ces fossiles, nous pouvons recréer le dinosaure tout entier. Et lorsque nous avons mesuré ce que la constante de Hubble devrait être en fonction de la façon dont notre univers a commencé, nous avons obtenu un chiffre différent. Cela ne semblait pas être un gros problème au départ. D'après ce que nous observons aujourd'hui, tous les 3 millions d'années-lumière, les choses accélèrent d'environ 64 km/s. Mais d'après ce que nous savons sur la manière dont notre univers est censé se développer, ce chiffre devrait être d'environ 72 km/s. Donc une petite différence d'environ 8 km/s, c'est ça? Mais en cosmologie, c'est un véritable problème. Les marges d'erreur ont tellement baissé qu'on ne peut plus s'exclamer « Bon allez les gars, on va dire que c'est bon ». Non,
on s'arrache les cheveux chez les astrophysiciens. Les scientifiques ont appelé ça la tension de Hubble. C'est une grosse différence entre deux mesures super précises, basées sur des méthodes différentes. Lorsque les deux mesures semblent être tout aussi correctes, imaginez que vous utilisiez deux horloges ultra précises pour vérifier la vitesse à laquelle un athlète parcourt une certaine distance, et qu'à la fin, l'une des horloges vous indique 10 secondes, tandis que l'autre indique 11 secondes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est terrifiant. Ces deux chiffres devraient ne correspondre, et comme ce n'est pas le cas, alors l'une des trois choses suivantes doit être vraie. D'abord, il se peut qu'une des mesures soit erronée, ce qui est très peu probable, car les deux méthodes utilisées sont extrêmement fiables. Ensuite, peut-être qu'il y a une erreur dans notre interprétation, mais cela aussi est peu probable, car de nombreux scientifiques obtiennent les mêmes résultats et s'accordent à dire que la tension est réelle. Et enfin, l'option la plus effrayante, notre modèle complet de l'univers porte en lui une lacune. C'est pour cette raison que les scientifiques sont si bouleversés. Et il s'avère qu'ils ont une bonne raison de l'être. Récemment, une nouvelle équipe de recherche à Hawaï a proposé quelque chose de fou. Et si l'univers tournait très lentement? Si c'est le cas, ce serait absolument insensé. Voici pourquoi. Premièrement, si l'univers est en rotation, même très lentement, cela signifie que les lois de la physique sont légèrement différentes selon l'endroit où vous vous trouvez ou la direction vers où vous regardez. Cela démolit l'une de nos idées les plus sacrées en physique, que l'espace est identique dans toutes les directions. Deuxièmement, cela pourrait signifier que nous avons mal compris l'histoire cosmique depuis le début. Peut-être que nous ne savons pas réellement à quelle vitesse l'univers s'étend, quand il est né, ni ce qu'est l'énergie sombre. Ce serait une énorme catastrophe. Et enfin, le plus terrifiant. Si l'univers tourne, il doit bien tourner autour de quelque chose, n'est-ce pas? S'il y a un axe ou une rotation cosmique, alors il doit y avoir une direction privilégiée. Quelque chose comme un nord cosmique. Nous pensions qu'il n'y avait aucun endroit spécial dans l'univers, mais nous nous sommes peut-être trompés. Peut-être qu'un tel endroit existe après tout. C'est comme de découvrir soudain que la réalité elle-même n'était pas exactement ce que nous croyions. Nous nous trouvons donc à un moment à la fois excitant et effrayant de notre histoire cosmologique. Soit nous découvrirons de nouvelles lois, et peut-être quelque chose sur l'énergie sombre, soit nous trouverons une erreur subtile dans l'une de nos mesures. Ou, qui sait, peut-être que quelque chose de totalement inattendu nous sautera au visage. Quoi qu'il en soit, résoudre la tension de Hubble pourrait révolutionner notre compréhension de l'origine et de la structure de l'univers, ainsi que de notre place en son sein. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite.
Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers. Aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc, on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc, le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer.
et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ?